Je pense que c'est peut-être le moment le plus crucial pour comprendre le début de la guerre en Bosnie, lorsque les États-Unis ont reconnu l'indépendance de la Bosnie en avril 1992. C'est à ce moment-là que les tensions en Bosnie ont véritablement explosé en un véritable brasier et en une guerre civile désastreuse. D'ailleurs, je devrais préciser, même si ce n'est pas dans mon article, que la communauté du renseignement américaine l'avait prédit. Beaucoup de gens l'avaient fait, en réalité. Le secrétaire général de l'ONU l'avait également prévu. De nombreux diplomates internationaux l'avaient anticipé, car ils savaient que si la Bosnie déclarait son indépendance de cette manière, les différents groupes nationaux se battraient, en particulier les Serbes, qui voulaient rester au sein de la Yougoslavie. Ils résisteraient à l'idée d'être arrachés à la Yougoslavie pour être intégrés à ce nouvel État bosnien. Et il y aurait essentiellement un processus de guerre civile et de nettoyage ethnique, ce qui est bien sûr exactement ce qui s'est produit. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies. Et aujourd'hui je parle avec le Dr Harry Blain, professeur adjoint de sciences politiques à l'Université d'État de Sacramento. Sur cette chaîne, nous avons diffusé plusieurs programmes sur les guerres dans l'ex-Yougoslavie. Et Harry a justement rédigé un article sur le sujet intitulé « Le mythe de la diplomatie coercitive, la communauté du renseignement américaine et la guerre en Bosnie », dans lequel il examine des documents de renseignement américains déclassifiés concernant les guerres en Yougoslavie. C'est donc de cela que nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue, Harry. Merci de m'avoir invité, Pascal. Merci d'avoir pris contact et de m'avoir montré ton article, car c'est vraiment fascinant que tu aies en quelque sorte mis au jour ce que l'on pourrait appeler l'évaluation du renseignement de cette période, en particulier en 1992, 1993 et 1994, comparé à ce que nous savons de la rhétorique publique de l'administration Clinton. Peux-tu peut-être nous donner un aperçu de ce que tu as trouvé dans ces documents, qui, comme tu me l'as dit plus tôt, ont en réalité été déclassifiés depuis un certain temps? Oui, donc les documents ont été déclassifiés en 2013. Ils ont été publiés par la CIA et également par la bibliothèque présidentielle Clinton. La plupart sont des évaluations de renseignements de divers types, principalement issues du Balkan Task Force, créé par la CIA en juin 1992 pour étudier tous les aspects des guerres en Yougoslavie, mais en particulier la guerre en Bosnie, qui à ce moment-là durait déjà depuis quelques mois. Et les documents montrent clairement un contraste énorme par rapport à ce qui était déclaré publiquement par l'administration Clinton, ainsi que par des membres de cette administration depuis la guerre. Je pense que de manière générale, je dirais que depuis le début de la guerre et depuis l'arrivée de l'administration Clinton au pouvoir, la communauté du renseignement n'a cessé d'avertir que toute tentative d'intervention militaire, quelle qu'elle soit, en Bosnie serait désastreuse ou inefficace et risquerait probablement de prolonger et d'aggraver la guerre. Alors qu'en public, l'administration ne cessait soit de flirter avec différentes formes d'intervention en Bosnie, soit de les mettre effectivement en œuvre. Et cela a vraiment continué tout au long de la guerre, jusqu'en 1995 environ, lorsque l'administration Clinton a finalement commencé à admettre que la guerre était insoluble et a renoncé à bon nombre de ses propositions. Elle a finalement poursuivi l'accord de paix de Dayton, qui accordait des concessions assez importantes au camp serbe de Bosnie. Des concessions que l'administration avait auparavant été totalement réticente à envisager, et qu'elle avait essentiellement décrites comme relevant de l'apaisement, de la légitimation du nettoyage ethnique ou d'actions autrement totalement inacceptables.
Je pense que ce qui s'est passé, c'est que tout au long de ce processus, l'administration Clinton a réussi à dissimuler ce qui s'était réellement produit. Car vers la fin de la guerre, il vous émanait une campagne importante, en particulier contre l'Albe de Bosnie. C'était sous l'égide de l'OTAN, et cela s'appelait l'opération Force délibérée. L'accord de Dayton est arrivé peu après. Je pense que cela a donné l'impression que les bombardements avaient essentiellement poussé les dirigeants serbes de Bosnie les plus intransigeants à venir à la table des négociations et à conclure les accords de paix de Dayton. Mais les documents des services de renseignement racontent une toute autre histoire. Ce qu'ils montrent avant tout, c'est que la guerre était inextricable dès le départ, que ce type d'intervention était soit inutile, soit potentiellement très dangereux. Et, point crucial, que dès le début de l'administration Clinton, au moins, les dirigeants serbes de Bosnie étaient disposés à conclure un accord de paix, probablement à des conditions pas très différentes de celles qui allaient devenir les termes essentiels de l'accord de Dayton en novembre 1995. C'est vraiment fascinant, parce que, vous savez, le discours officiel, bien sûr, c'est que la Bosnie est un exemple de situation où la force coercitive a fonctionné. Les États-Unis ne voulaient pas procéder au bombardement, et l'OTAN voulait éviter d'utiliser la force militaire à tout prix. Mais, au bout du compte, c'était la seule chose qui a permis de contraindre l'autre camp, les Serbes de Bosnie, à venir à la table des négociations. Et de là est née cette histoire de réussite qu'est l'accord de paix de Dayton, n'est-ce pas? Quand à Dayton, dans l'Ohio, les partis se sont rencontrés et que Bill Clinton a annoncé « Oui, enfin, nous avons trouvé une solution ». Comme d'autres personnes sur ma chaîne, en particulier le professeur David Gibbs, l'ont souligné, l'accord de Dayton n'est en réalité pas très différent du plan bien plus ancien de 1992, le plan Vance-Owen, ni même de celui de 1991, lorsque les Européens ont proposé un plan pour, disons, stabiliser la Bosnie-Herzégovine. Pourriez-vous peut-être d'abord parler un peu de la configuration politique de la Bosnie-Herzégovine à l'époque? Ce qui l'a réellement fracturé de l'intérieur, je veux dire, dans ce processus de dissolution de la Yougoslavie. Juste pour faire un petit rappel. Et ensuite, cette trajectoire allant de Vance-Owen à Dayton, c'est aussi ce que nous devrions comprendre à la lumière des documents que vous avez trouvés. Bien sûr. Et je vais te l'expliquer du mieux que je peux, essentiellement du point de vue de la communauté du renseignement américaine. Je pense qu'il est important de souligner qu'il s'agit, ce qui n'est pas raconté par des personnes du mouvement pacifiste, par exemple, mais par des gens au sein même du gouvernement américain. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de 1992, le président bosnien, Alija Izetbegović, membre de la communauté musulmane de Bosnie, a choisi la voie de l'indépendance de la Bosnie. À ce stade, la Slovénie et la Croatie s'étaient déjà séparées de la Yougoslavie. Je pense que, du point de vue d'Izetbegović, cela plaçait la Bosnie dans une situation difficile. Elle pouvait soit rester au sein de la Yougoslavie et faire partie d'un État résiduel largement dominé par les Serbes, soit poursuivre l'indépendance et espérer établir un État bosnien unitaire, dans lequel les musulmans ne seraient pas tout à fait majoritaires. Maristan est la plus grande minorité, et Thoth, environ 40% de la population, référé alors essentiellement comme non-minorid au sein d'État. Ainsi, les Bosniaques seraient le plus grand groupe, le plus important parmi les différentes communautés. Oui. La nature de la Bosnie avant la dissolution de la Yougoslavie était à certains égards celle d'une Yougoslavie en miniature. Elle comptait un nombre assez important des trois principales, ou des trois plus nombreuses, nationalités du système yougoslave. Le plus grand groupe en Bosnie était constitué des musulmans,
ou des Bosniaques, comme on les a appelés pendant la guerre. C'était en quelque sorte un exercice de rebranding. Les Serbes représentaient environ 30% de la population, les Croates environ 15%, et les autres groupes qui n'entraient pas dans ces trois catégories formaient le reste. Et le système général en Yougoslavie reposait sur le fait que les trois principales nationalités de Bosnie fonctionnaient toujours selon un modèle de consensus et d'égalité. Mais la crainte, en particulier parmi les Serbes de Bosnie, lorsque la direction musulmane de Bosnie a poursuivi l'indépendance, était que ce système d'égalité soit remplacé par un système dans lequel il deviendrait une minorité au sein d'un État musulman. La manière dont la direction musulmane de Bosnie a pu pousser à l'indépendance en 1992 fut d'abord en concluant une alliance avec les dirigeants croates contre les Serbes et ensuite en obtenant le soutien des États-Unis. Et je pense que c'est peut-être le moment le plus crucial pour comprendre le début de la guerre en Bosnie, lorsque les États-Unis ont reconnu l'indépendance de la Bosnie en avril 1992. C'est à ce moment-là que les tensions en Bosnie ont véritablement éclaté, en un incendie à grande échelle, en une guerre civile désastreuse. Et d'ailleurs, je devrais préciser, même si c'est pas dans mon article, que la communauté du renseignement américaine l'avait prédit. Beaucoup de gens l'avaient d'ailleurs prévu. Le secrétaire général de l'ONU l'avait également prédit. De nombreux diplomates internationaux aussi, car ils savaient que si la Bosnie déclarait son indépendance de cette manière, les différents groupes nationaux se battraient pour, eh bien, dans le cas des Serbes, rester au sein de la Yougoslavie. Ils auraient résisté à l'idée d'être arrachés à la Yougoslavie pour être intégrés à ce nouvel État bosniaque. Et il y aurait essentiellement eu un processus de guerre civile et de nettoyage ethnique, ce qui est bien sûr exactement ce qui s'est produit. À l'époque, des efforts diplomatiques, menés par des diplomates européens, visaient à empêcher le déclenchement de la guerre, essentiellement par un plan de partition entre les trois nationalités de Bosnie. Mais cela a, je pense, été compromis précisément par le fait que les États-Unis soutenaient l'indépendance de la Bosnie sous la direction des musulmans bosniaques. Et ainsi, la guerre a éclaté. Cette période initiale s'étend d'avril 1992 jusqu'au début de 1993, moment où le plan Vance-Owen a été élaboré. À ce moment-là, deux événements politiques importants se déroulaient simultanément. Il y avait le plan Vance-Owen, élaboré par le représentant de l'ONU, Cyrus Vance, et le représentant de la communauté européenne de l'époque, Lord David Owen, ancien ministre britannique des Affaires étrangères. Parallèlement, en arrière-plan, se tenait l'élection présidentielle américaine et la transition entre l'administration Bush père et l'administration Clinton. Tout au long de cette campagne électorale, donc avant l'élaboration du plan Vance-Owen, il est essentiel de bien comprendre le contexte. Clinton se présentait, pour le dire simplement, plus à droite que Bush sur la question de la Bosnie, affirmant que Bush et son administration devaient envisager des mesures beaucoup plus énergiques contre les agresseurs serbes de Bosnie, tels qu'ils étaient qualifiés par le gouvernement américain à l'époque. Nous pourrions parler plus en détail de ces mesures, mais certaines des principales consistaient, par exemple, à armer plus lourdement le gouvernement bosniaque en levant l'embargo sur les armes imposées par l'ONU et aussi, potentiellement, à mener des frappes aériennes. C'est donc dans ce contexte que le plan Vance-Owen a été présenté. Et en réalité, la manière dont le plan Vance-Owen était discuté publiquement et dans une certaine mesure en privé par les dirigeants politiques américains au début de 1993 le présentait essentiellement comme une politique d'apaisement envers les Serbes de Bosnie, même si j'apporterais une légère correction à ce que vous avez dit précédemment.
Le plan Vance-Owen était bien plus favorable à la vision des musulmans de Bosnie que ne l'a finalement été l'accord de Dayton, car il ne prévoyait pas la création d'une république serbe autonome au sein de la Bosnie. Or, c'est précisément ce qu'a fait l'accord de Dayton. Le plan Vance-Owen proposait plutôt une cantonisation de la Bosnie en différents districts selon la composition ethnique des régions du pays. C'était un plan très complexe. Et je pense qu'en résumé, le gouvernement américain s'y opposait, à la fois publiquement et en privé, ou cherchait à le modifier de manière à le rendre plus favorable au camp des musulmans de Bosnie. Et c'est donc dans ce contexte que la communauté du renseignement avertissait à plusieurs reprises les dirigeants politiques américains, en particulier les membres du Conseil de sécurité nationale, de ne pas s'opposer aussi fermement au plan Vance-Owen, de ne pas inciter les dirigeants musulmans de Bosnie à le rejeter ou à exiger l'accord le plus dur possible, car la conséquence en serait simplement la poursuite de la guerre. En d'autres termes, la moins mauvaise option sur la table, disait très clairement la communauté du renseignement à l'époque, était d'accepter ce plan. Cela se serait probablement traduit par une partition de la Bosnie, ce qui n'aurait pas été idéal. Mais je pense que c'est effectivement ce qui s'est produit avec les accords de Dayton en 1995 de toute façon. Et puis-je simplement demander, le plan Vance-Owen incluait toujours, bien sûr, la Bosnie-Herzégovine comme un État indépendant en dehors de la Yougoslavie, mais en essence, un système hautement fédéralisé avec différents cantons très puissants. On pourrait les appeler ainsi, un peu sur le modèle suisse, je suppose, où les cantons sont en quelque sorte des mini-États, comme les États-Unis ont de grands États, mais en version beaucoup plus réduite, avec une autorité locale très forte, y compris en matière de police, etc. Cela ne relèverait pas du niveau fédéral. Et à ce moment-là, fin 1992 ou début 1993, la guerre en Bosnie se menait encore principalement avec des armes légères, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de grande campagne de bombardement. Ou bien y en avait-il? Je veux dire, quelle était la nature des combats à cette époque? Oui, c'était principalement des combats au sol. En ce qui concerne les frappes aériennes extérieures ou l'intervention militaire, cela n'a eu lieu que de manière assez limitée au début de 1994, puis de façon beaucoup plus importante en septembre 1995. Mais à ce stade de la guerre, c'étaient différents groupes qui s'affrontaient. Au départ, les Croates et les musulmans se sont alliés contre les Serbes. Mais plus tard, ils ont aussi commencé à se battre entre eux. Et d'ailleurs, certaines des pires atrocités de la guerre ont en réalité été commises pendant cette guerre civile croato-musulmane au sein même de la guerre civile. Je veux dire, c'était vraiment un niveau de brutalité très choquant. Pour nous, je pense, mais certainement aussi pour tout le monde à l'époque. Il est probablement juste de dire que, à ce stade de la guerre, les Serbes de Bosnie avaient l'avantage. Et une partie de la raison pour laquelle ils l'avaient, c'est qu'ils disposaient également d'armes provenant de l'armée populaire yougoslave, qui s'était retirée de Bosnie, mais dont de nombreux membres étaient eux aussi des Serbes de Bosnie. Il est important de le formuler ainsi, car la manière dont cela a été présenté en Occident, et à Washington en particulier, était qu'il s'agissait d'un acte d'agression mené par les Serbes de Bosnie, en collaboration avec l'armée populaire yougoslave. Je pense qu'il faut être très prudent avec cette manière de présenter la question, car les Serbes de Bosnie étaient eux aussi des Bosniaques. Ils vivaient en Bosnie. Ils y vivaient depuis des centaines d'années. Et le simple fait qu'ils aient servi dans l'armée nationale yougoslave ne faisait pas d'eux des envahisseurs étrangers. Mais comme les États-Unis ont reconnu la Bosnie comme un État indépendant en avril 1992, cela a défini le cadre. Le vaillant gouvernement bosniaque, autoproclamé puis reconnu par les États-Unis, évidemment non reconnu par les Serbes de Bosnie,
ni parce qu'ils restaient de la Yougoslavie, luttant contre une agression étrangère. C'est donc dans ce cadre qu'ils ont décrit le conflit. Mais à ces premiers stades, le type d'intervention envisagé à Washington n'était pas encore des frappes aériennes. Il y avait certainement une réflexion sur la levée de l'embargo sur les armes imposées par l'ONU afin d'accélérer la fourniture d'armes au camp du gouvernement bosniaque. Il convient de noter, d'ailleurs, que tout au long de la guerre, il était très évident pour la communauté du renseignement que cet embargo sur les armes était régulièrement violé. Le gouvernement américain en était également conscient. Et il y avait aussi des discussions sur l'utilisation de la force de protection des Nations Unies, déployée en Bosnie au début de la guerre en avril 1992, pour essentiellement mettre en œuvre certains des objectifs du gouvernement bosniaque. Et par exemple, ce que l'administration Clinton a poursuivi et que l'ONU a fini par adopter au printemps 1993 était le concept de zone de sécurité. L'idée était que certaines zones de Bosnie seraient placées sous la protection de l'ONU, censées permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Mais, comme l'avait averti dès le départ la cellule balkanique de la CIA, le problème de la création de ces zones de sécurité était que les forces musulmanes bosniaques ou le gouvernement bosniaque les utiliserait comme base de départ pour lancer des attaques contre les forces serbes de Bosnie. Les forces serbes de Bosnie riposteraient alors et l'ONU se retrouverait prise entre les deux camps. Oui, donc c'est exactement ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Les Serbes ont alors dit « Non, du fait que les Bosniaques ont lancé des attaques depuis cet endroit, ils perdent désormais leur statut et nous allons contre-attaquer. » Et ensuite, il y avait des civils sur place qui se retrouvaient pris entre deux feux. En plus, comme nous l'avons appris plus tard, il y avait aussi ces, disons, monstres militaires qui ont commencé à massacrer des civils. Et Srebrenica reste le cas emblématique de cette violence, n'est-ce pas? Quand l'armée serbe a commencé à tuer des civils bosniaques, des hommes de plus de 16 ans, simplement parce qu'ils voulaient les éliminer, cet état d'esprit génocidaire s'est installé. Mais tout cela s'est développé au fil du temps, selon la manière dont la situation a évolué. Et ce que tu montres, c'est que la communauté du renseignement américaine avait en réalité une très bonne compréhension des réalités sur le terrain dès le tout début, n'est-ce pas? Je dirais que oui. Ils se sont probablement trompés sur certains points. Pour moi, ce qui est plus révélateur, c'est que le fait de savoir si la communauté du renseignement avait raison ou non n'est peut-être pas vraiment la question. Le point essentiel, c'est que les décideurs américains, les membres du Conseil de sécurité nationale et de la Maison-Blanche, étaient conscients de tous ces avertissements, que la création de zones sûres ou de zones de sécurité engendrerait ce type de problème, que mener des frappes aériennes plus tard dans la guerre provoquerait toutes sortes de graves conséquences humanitaires et politiques, que même le simple fait d'en parler encouragerait la direction bosniaque musulmane, la direction bosniaque à se montrer intransigeante dans toute négociation de paix. On leur disait cela depuis le tout début, dans des rapports très détaillés et répétés de leur propre communauté du renseignement. Et ils ont tout de même décidé de tout faire, malgré tout. Quelle partie de la communauté du renseignement était-ce? S'agissait-il principalement d'analystes de la CIA? Oui, principalement par l'intermédiaire de la Task Force des Balkans. Mais la Task Force comprenait également des personnes d'autres agences qui effectuaient des évaluations de renseignement. Cela dit, c'était surtout la CIA. Avez-vous, dans vos recherches, trouvé le moindre indice montrant que l'administration Clinton aurait tenté d'utiliser les conclusions de ce groupe de travail
pour faire l'inverse. Je veux dire, pour sélectionner ce qui l'arrangeait et ignorer tous ces avertissements, au lieu d'adopter une approche plus prudente. Vous savez, pendant la guerre, et c'est un point important à souligner à propos des documents, les documents, d'un côté, présentent les recommandations de la communauté du renseignement, mais d'un autre côté, ils incluent également des mémorandums rédigés par des responsables de cette communauté au sujet des réunions des membres du Conseil de sécurité nationale. En somme, il s'agit de commentaires sur ce dont parlent les décideurs politiques, les principaux décideurs. Et je veux dire qu'à différents moments de la guerre, il y avait des responsables politiques très importants qui étaient bien plus influents que Clinton. Mais certains des principaux auraient certainement été le conseiller à la sécurité nationale, Anthony Lake, l'ambassadrice auprès des Nations Unies, Madeleine Albright, et le conseiller adjoint à la sécurité nationale, Sandy Berger, ce type de responsable. Il semblait, d'après l'examen en temps réel de ces documents, qu'ils n'y prêtaient pratiquement aucune attention. Je ne pense pas qu'ils aient nécessairement sélectionné certains éléments plutôt que d'autres. Je crois qu'ils ont fait cela plus tard, après la guerre. Je pense que eux, et malheureusement certains chercheurs, ont agi ainsi une fois que les documents que j'étudie ont été déclassifiés. Et en réalité, certains chercheurs qui avaient eu accès aux documents avant leur déclassification pour le grand public les ont également utilisés, à mon avis, de manière manipulatrice. Je peux en parler davantage dans un instant, si vous le souhaitez. Mais ce qui m'a frappé, en consultant ces documents, c'est qu'il n'y avait en réalité presque aucun lien entre les décideurs politiques et la communauté du renseignement. Ils allaient dans des directions totalement différentes. Et je pense que la raison générale à cela, ou le thème général, était que l'administration Clinton avait fait toutes ces grandes promesses pendant la campagne électorale de 1992. Elle avait critiqué l'administration Bush pour avoir été trop conciliante envers la Bosnie. Elle avait diabolisé les Serbes de Bosnie et elle avait également diabolisé le président serbe Slobodan Milosevic. Elle avait présenté la guerre sous un certain angle et une fois cela fait, il était très difficile de revenir en arrière. Elle faisait aussi face à une pression politique importante au Congrès américain pour tenir toutes ses promesses ou demi-promesses faites pendant la campagne et répétées au cours de la première ou des 2 premières années de l'administration Clinton. Je comprends ce raisonnement. En gros, se coincer soi-même dans un coin. Cependant, ils ont dû faire exactement cela, non? En 1995, c'est en quelque sorte la remise en cause de toutes ces politiques et aussi une sorte de, de retournement d'image, n'est-ce pas? Changeons de perspective et présentons cela comme nous avons réussi à instaurer la paix grâce, vous savez, à l'échec de l'usage de la force. Peux-tu parler un peu de ce changement? Peut-être moins du côté du renseignement, mais davantage de 1995. Comment ce rebranding s'est-il produit? Parce qu'encore aujourd'hui, on continue de mentionner Dayton, dans l'Ohio, comme ce moment de diplomatie pacifique réussi des États-Unis après le recours malheureux à la force. Oui, donc c'est, d'une certaine manière, la partie essentielle de l'histoire. Je vais essayer de vous donner les détails clés à ce sujet, car je pense qu'il est important de les comprendre. D'après les documents que j'ai consultés, je ne peux pas désigner un moment ou une raison décisive expliquant pourquoi les responsables politiques de l'administration ont changé de position comme ils l'ont fait. Mais il existe certainement des éléments de preuve qui indiquent pourquoi et quand ce changement s'est produit. Et il semble, de manière générale, que cela tenait essentiellement à des considérations politiques internes, car en 1995, la guerre durait depuis tout le premier mandat de l'administration Clinton et une élection présidentielle approchait en 1996.
Cela était donc devenu une source d'embarras et d'humiliation pour l'administration Clinton. Ils voulaient mettre fin à la guerre. D'accord. Donc c'est essentiellement, je pense, l'histoire simple. C'est également clairement indiqué dans un certain nombre de documents que j'ai consultés, mais il ne faudrait pas être un génie, ni un grand scientifique, pour reconstituer cette histoire. C'est une histoire assez évidente, de bon sens. Maintenant, en ce qui concerne le moment où ils ont réellement poussé pour l'accord de paix à Dayton, la chute de Srebrenica aux mains des forces serbes de Bosnie en juillet 1995 a probablement été un moment crucial. Mais je ne pense pas qu'elle ait été déterminante de la manière dont on la présente souvent dans ce qu'on pourrait appeler le récit conventionnel ou dominant sur la route vers Dayton. Je pense que la manière dont cela est présenté dans ce récit conventionnel ou dominant, qui, comme je le souligne dans mon article, est peut-être le mieux illustré dans les ouvrages de Derek Chollet et Ivo Dalder, deux anciens jeunes responsables ayant travaillé sous la direction de figures clés de l'administration Clinton pendant la guerre, ouvrages qui ont fini par être très largement cités, et que la chute de Srebrenica, suivie du massacre qui l'a accompagné lors de la prise de la ville par les Serbes de Bosnie, a été si choquante pour les décideurs américains et pour la communauté internationale qu'ils ne pouvaient tout simplement plus éviter d'intervenir après cela. Cela a été perçu comme quelque chose de si abominable que l'intervention est devenue nécessaire. Et à partir de ce moment-là, il a été possible de mobiliser l'OTAN et l'ONU pour soutenir une forme d'action militaire plus agressive. Et cette intervention militaire a finalement forcé les Serbes de Bosnie, jusque-là intransigeants, à négocier et à dialoguer. Voilà, en substance, le récit qu'ils ont présenté. Voici ce qui s'est réellement passé. Lorsque Srebrenica est tombé, Anthony Lake, le conseiller à la sécurité nationale, a rédigé un document appelé le document de fin de partie. Et différents départements ont rédigé leur propre version. Lake a écrit que la chute de Srebrenica, et peut-être de Jepa, une autre petite ville également considérée comme une zone de sécurité en Bosnie orientale, représentait en réalité une opportunité pour l'administration Clinton, car cela rendrait le gouvernement bosniaque plus disposé à envisager des solutions réalistes et des compromis pour mettre fin à la guerre. Pas le gouvernement serbe, oui, le gouvernement bosniaque. Donc, ils ont décidé que les États-Unis les soutenaient depuis 3 ans et demi à ce moment-là. Exact. Leurs propres alliés, oui. Exactement. C'était donc un terrible coup pour le gouvernement bosniaque et les forces musulmanes de Bosnie. Et c'était aussi une atrocité. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Oui. Mais l'aspect diplomatique de tout cela, en réalité, c'est que cela a offert une occasion de mettre fin à la guerre. Car Srebrenica représentait un problème extrêmement délicat pour le gouvernement américain. C'était également une question très embarrassante pour quiconque souhaitait parvenir à un accord de paix, car il s'agissait d'une enclave située au sein du territoire tenu par les Serbes. Donc, si vous vouliez établir une carte, à ce moment-là, le gouvernement américain acceptait à peu près qu'il y aurait une division, de facto sinon de jure, de la Bosnie entre une région majoritairement serbe et une région partagée entre croates et musulmans. Srebrenica et d'autres enclaves posaient de très gros problèmes dans ce contexte. Donc, faire disparaître Srebrenica comme sujet était en réalité assez utile du point de vue de certaines personnes au sein du gouvernement américain qui voulaient mettre fin à la guerre à ce stade. C'est donc une attitude plutôt cynique, je dirais. C'est certainement cynique, car publiquement, il présentait aussi la défense de Srebrenica comme absolument essentielle, d'une certaine manière. Exactement de quelle manière? Je pense que c'était un peu flou. Je veux dire, peut-être pour arrêter l'agression serbe.
mettre fin au nettoyage ethnique. Peu importe la façon dont ils voulaient le présenter. Mais ils savaient, et je pense que c'est très clair, d'après les documents que j'ai consultés, il existe d'autres sources à ce sujet également, ils savaient que Srebrenica allait tomber du côté des Serbes de Bosnie à un moment donné. Et pourtant, ils ont continué cette mascarade de défense. Ainsi, lorsque la ville est tombée, ils y ont en réalité vu une opportunité diplomatique. Et c'est vraiment à partir de là que le gouvernement américain est devenu beaucoup plus disposé à imposer d'importantes concessions au gouvernement bosnien. Et je pense que ces concessions ont été facilitées pour le gouvernement américain, bien que pas nécessairement pour le gouvernement bosnien, par la campagne aérienne importante menée contre les forces serbes de Bosnie plus tard dans l'année, ou peu de temps après la chute de Srebrenica. Cela a permis au gouvernement américain d'éviter essentiellement l'embarras de reconnaître la réalité. La réalité étant qu'il avait en fait accepté la défaite, qu'il avait admis avoir fait au gouvernement bosnien des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Ainsi, les bombardements ont permis de dissimuler cela. Les documents officiels sont très clairs. Le Balkan Task Force a été très clair sur le fait que juste avant le début des bombardements, des semaines avant leur déclenchement, il disait « Nous ne comprenons pas pourquoi Richard Holbrooke, le principal négociateur des accords de Dayton, présente les Serbes de Bosnie comme le principal problème. Il est très clair pour nous que le gouvernement bosnien est le principal problème ici. Les Serbes de Bosnie sont prêts à négocier. » C'est exactement ce qu'a dit le Balkan Task Force. Ils étaient prêts à négocier avant d'être bombardés, à la fin août et jusqu'en septembre 1995. Vous savez à quoi cela me fait penser? La conversation que j'ai eue la semaine dernière avec Ray McGovern, l'ancien analyste de la CIA, qui a en fait dit, tu sais, le cochon de la défaite a besoin de beaucoup de rouge à lèvres pour être vendu, n'est-ce pas? Et il a dit cela maintenant dans le contexte de la guerre en Ukraine. Parce que selon son analyse, cette guerre est elle aussi essentiellement perdue, que nous en sommes maintenant à la phase d'habillage. Et ce que tu dis, c'est qu'il y a bien eu une phase d'habillage, et qu'en réalité, la campagne de bombardement aérien faisait partie de cette opération de maquillage du cochon déjà là, et de facto, inévitable une fois Srebrenica tombé. Que ces gens avaient compris la valeur diplomatique de négocier avec leurs propres partenaires, n'est-ce pas? Pour dire genre, les gars, regardez, c'est maintenant une réalité. Alors vous feriez mieux d'avaler la pilule, parce que c'est dans notre intérêt maintenant de le faire. Parce que maintenant, 3 ans plus tard, notre intérêt n'est plus de vous soutenir, comme il disait, quoi qu'il en coûte, n'est-ce pas? Quoi qu'il en coûte, aussi longtemps qu'il le faudra, n'est-ce pas? C'était le discours au début. Et à la fin, c'est comme, eh bien, maintenant, peut-être que ça ne demande plus autant d'efforts. C'est ça, c'est ça. Donc oui, plus tôt, exactement au début de la guerre, tout le discours public affirmait que Srebrenica ne pouvait pas tomber, que les zones de sécurité ne pouvaient pas tomber. D'une certaine manière, le sort de la civilisation semblait dépendre de ces petites villes de l'est de la Bosnie. En coulisses, ils savaient, certainement la communauté du renseignement le savait, mais je pense qu'à un certain niveau, les décideurs politiques savaient aussi qu'à un moment donné, ils allaient devoir tout abandonner. Et oui, je pense que la campagne de bombardement était, c'est une bonne façon de le dire, du maquillage sur le cochon. Il vaut peut-être la peine de dire brièvement en quoi consistait le cochon à cette époque. Et l'élément principal qu'il comportait consistait à permettre la création de la Republika Srpska, telle qu'on la connaît aujourd'hui, la République serbe au sein de la Bosnie, sur 49% du territoire bosnien, avec une autonomie substantielle, mais sans droit à la sécession. D'ailleurs, Madeleine Albright, la Grande Faucon, et Anthony Lake, le conseiller à la sécurité nationale,
était à un moment donné prêt à accorder aux Serbes de Bosnie ce droit comme prix de la paix après la chute de Srebrenica. Cela n'a finalement pas été inclus dans les accords de Dayton. En revanche, ce qui a été inclus dans les accords de Dayton, c'est que la Republika Srpska aurait le droit à une association spéciale ou à des relations parallèles spéciales avec la Serbie, ce qu'il restait de la Yougoslavie, c'est-à-dire à l'époque la Serbie et le Monténégro. C'était donc une concession majeure. Et il faut aussi dire, je pense, que ce n'était pas nécessairement une position unifiée du gouvernement bosnien. Il y avait beaucoup de divisions, dont les Américains se plaignaient beaucoup à Dayton. Mais ils n'aimaient pas cette idée, car elle ressemblait beaucoup à une partition, ce qu'elle était probablement, d'une certaine manière. Et, évidemment, l'autre aspect était qu'il devait également perdre ces enclaves qu'il s'était battu pour conserver. Ainsi, sur la question territoriale, comme sur la question constitutionnelle, le gouvernement bosniaque a dû avaler quelques pilules très amères. Et les récits des négociations de Dayton elles-mêmes, certains ont d'ailleurs été reconnus même par des personnes qui, par ailleurs, saluent ce qu'ont accompli les responsables de l'administration Clinton sur la route de Dayton. Reconnaissent qu'il y a eu beaucoup de pression exercée sur les responsables du gouvernement bosniaque par Richard Holbrooke et aussi par Anthony Lake lorsqu'il a fait son apparition décisive à Dayton vers la fin des discussions pour pousser à une percée. En fait, je dirais, à propos de ce que vous avez dit plus tôt concernant la guerre en Ukraine, que Trump, Zelensky et J.D. Vance ont eu cette fameuse ou infâme rencontre à la Maison-Blanche plus tôt dans l'année, au cours de laquelle Trump et Vance ont dit à Zelensky « Abandonne, c'est fini ». Pratiquement la même conversation, presque mot pour mot, et vous pouvez la lire vers la fin de mon article, a eu lieu entre Richard Holbrooke, Alija Izetbegovic et Haris Silajdzic, qui était alors Premier ministre de Bosnie. Haris Silajdzic a crié à Holbrooke « Ce n'est pas ainsi qu'on traite un représentant du gouvernement bosnien ». Et Anthony Lake avait reçu pour instruction, lorsqu'il est venu livrer l'intervention décisive dans le cadre des accords de Dayton, que si le gouvernement bosniaque ne signait pas cet accord, qui allait désormais être reconnu par Slobodan Milošević, négociant au nom des Serbes de Bosnie, il ne recevrait pas les fonds de reconstruction économique qu'il réclamait. Il ne bénéficierait pas non plus du programme de formation et d'équipement promis à son armée. La force de protection de l'ONU serait retirée de Bosnie et un véritable embargo sur les armes serait imposé contre eux. En résumé, ils seraient complètement piégés. C'était donc exactement le type de conversation que Trump et Vance ont rendu public avec Zelensky, mais qui s'était tenu en privé à la fin de l'année 1995. C'est fascinant de voir comment ces dynamiques de coercition entre alliés se répètent sans cesse entre la puissance dominante et le parti client. Mais laissez-moi vous demander, car je n'ai jamais vraiment compris, pourquoi était-il si farouchement opposé à ce que la partie serbe de la Bosnie rejoigne le reste de la Yougoslavie? Je veux dire, à ce moment-là, les puissances occidentales avaient fait tout un cas de la reconnaissance du droit à la sécession. N'est-ce pas? À partir d'un État reconnu, même contre la constitution de cet État, le droit des minorités à l'autodétermination était brandi comme un grand drapeau de liberté au-dessus de tout le monde. Ce qui, bien sûr, contredit totalement la situation actuelle de l'Ukraine, où l'ordre constitutionnel doit être maintenu à tout prix, et où l'on ne peut accepter un référendum sécessionniste légal, et ainsi de suite. Je veux dire, sans parler de l'hypocrisie, mais à l'époque, comment ont-ils défendu cette idée selon laquelle on ne pouvait pas laisser les Serbes avoir leur part du pays comme ils voulaient envisager leur avenir? Pourquoi la Bosnie ne pouvait-elle pas être divisée? Une seule chose. J'ai visité la Bosnie-Herzégovine à 2 reprises, et la seule chose qui me semble claire,
c'est que la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est qu'ils ne veulent pas être ensemble, ces trois partis. Pourquoi cela n'était-il pas une option à l'époque? Why was that not an option at the time? Oui, donc, je veux dire, je pense qu'une partie de cela est liée aux différentes préoccupations politiques et aux intérêts politiques intérieurs très étroits dont je parlais auparavant. Lors de la campagne de 1992, l'équipe de Clinton avait accusé l'administration Bush d'être très conciliante envers les agresseurs serbes de Bosnie, qui étaient également soutenus depuis Belgrade. Là encore, je pense que le mot « agresseur » devrait probablement être mis entre guillemets ironique. Et ils ont trouvé très difficile de revenir sur cette position. Mais oui, je veux dire, il y avait évidemment un problème en termes de légalité et de constitutionnalité. Ce que la commission Badinter a fait, c'était à l'origine une commission d'arbitrage établie par les négociateurs européens, alors que la Yougoslavie commençait à s'effondrer. Très tôt dans ce processus, c'est en réalité abstenu de parler d'un droit à la sécession, ce qui est très intéressant. Et d'ailleurs, la même chose s'est produite en 2008 lorsque les pays occidentaux ont reconnu la sécession du Kosovo vis-à-vis de la Serbie. Ils n'ont pas dit que c'était sur la base de l'autodétermination nationale. Il est très important qu'ils n'aient pas fait cette déclaration d'autodétermination ethnique ou linguistique. La commission Badinter a déclaré que la Yougoslavie était un État en voie de dissolution. Ce qui est en effet une prophétie autoréalisatrice. Elle est en train de se dissoudre parce que des gens essaient d'en faire sécession. On reconnaît leur droit à faire sécession parce qu'elle est en train de se dissoudre. Elle va être dissoute. Cela va circuler. Beaucoup. Exactement. Donc je ne pense pas que c'était un argument juridique très sérieux, mais c'était en tout cas l'argument juridique avancé à l'époque. Et il existait, dans la constitution yougoslave, un droit pour les républiques de faire sécession, mais pas unilatéralement, et pas violemment, ce qui est pourtant arrivé. Donc oui, je pense qu'il était naturel que les dirigeants serbes de Bosnie, ainsi que les dirigeants serbes de Belgrade, disent « S'ils peuvent faire sécession, alors pourquoi ne pourrions-nous pas faire sécession de cela? Ou pourquoi ne pourrions-nous pas rester en Yougoslavie ?» Bien sûr, tout ce discours autour de la sécession, plus généralement, est très politisé. Je veux dire, tu as raison, il ne faut pas trop s'enfoncer dans ce terrier, car il y a là beaucoup d'hypocrisie. Mais les Serbes de Bosnie, qui ont créé cette République serbe de Bosnie au début de la guerre en Bosnie, étaient décrits dans la presse occidentale. Et aussi, franchement, dans tous les documents que j'ai consultés, comme des sécessionnistes. Et ce terme, je pense, est lourd de connotations. Mais pourquoi ne les a-t-on pas appelés loyalistes? On aurait pu, je crois, les qualifier de loyalistes, car leur position initiale était de vouloir rester au sein de la Yougoslavie. Ils étaient donc en réalité des loyalistes. Et les musulmans de Bosnie cherchaient à faire sécession, tout comme les Croates. Les dirigeants de ces communautés tentaient de le faire. Alors pourquoi ne les a-t-on pas qualifiés de sécessionnistes? Pourquoi les dirigeants croates qui ont fait la même chose à la fin de 1991 ou qui ont commencé à le faire plus tôt en 1991, pourquoi n'ont-ils pas été qualifiés eux aussi de sécessionnistes? Donc, il y avait tout cela, je pense, en partie pour masquer la situation politique de base. Et j'ajouterai encore une chose. Je veux dire, Madeleine Albright était une personne assez influente au sein de l'administration Clinton, et elle avait, je pense, une approche différente de tout cela. Albright se présentait en quelque sorte comme, disons, la chuchoteuse des Serbes. Elle disait, et elle a aussi déclaré, lorsque ces documents ont été déclassifiés en 2013, qu'elle connaissait la mentalité de la région. Une approche très orientaliste, n'est-ce pas? Comment sait-elle quelle est la mentalité de la région?
D'accord, elle est née en République tchèque. Ce n'est pas vraiment un territoire slave du Sud. Ah d'accord. Mais elle était à Belgrade lorsque son père était ambassadeur en Yougoslavie de 1945 à 1948. Je crois qu'elle avait entre 8 et 11 ans. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'elle a développé sa compréhension de la mentalité des Serbes. Mais elle a toujours, au sein de l'administration, publiquement et en privé, défendu des arguments qui étaient, à la limite, ou peut-être même pas à la limite, selon moi, très empreints de préjugés, et qui revenaient essentiellement à dire que les Serbes étaient des sauvages slaves. Et cette idée s'est probablement imposée à beaucoup de gens au sein de l'administration. Ou du moins, c'était un puissant outil rhétorique pour justifier le refus d'accorder aux Serbes le droit à l'autodétermination qui avait été si généreusement accordé aux musulmans bosniaques. Et ce qui en découle, bien sûr, c'est que pour négocier avec eux, il faut les bombarder, n'est-ce pas? Il faut être militairement fort pour leur faire entendre raison. Et n'oublions pas, c'est la Madeleine Albright, du genre 1 million d'Irakiens morts. Est-ce que ça en valait la peine, n'est-ce pas? C'est comme si certaines de ces personnes n'avaient aucun respect pour la vie humaine, surtout pas pour celle de leurs adversaires. Mais le travail d'image est très efficace. Dire des choses comme « je connais ces gens », tout comme on entend aujourd'hui beaucoup de personnes affirmer qu'elles savent exactement comment pensent les Russes. Les Russes ne comprennent que la force. Donc, si nous sommes faibles, nous abandonnons tout et la voie à suivre devient celle, eh bien, des bombes et des armes comme chemin vers la paix. Ou comment Stoltenberg l'a-t-il formulé? Les armes sont la voie vers la paix. Ce genre de mentalité, n'est-ce pas? Oui. Oui, le seul langage qu'ils comprennent, c'est la force, ce genre de choses. Je veux dire, avec Albright, plus largement, c'est intéressant parce qu'elle semblait reconnaître, enfin j'ai dit qu'il ne s'était pas vraiment appuyé sur l'évaluation de la communauté du renseignement, mais elle semblait tout de même reconnaître certaines de leurs préoccupations. Elle plaidait au sein de l'administration pour des frappes aériennes en 1993, et elle disait « Oui, les frappes aériennes provoqueraient probablement une catastrophe humanitaire, et elles rendraient sans doute le travail de l'UNPROFOR, la force de protection des Nations Unies, impossible. Mais nous devrions quand même y réfléchir. » C'est un outil politique, non? Je veux dire, provoquer une catastrophe humanitaire peut être très néfaste pour l'autre camp, donc nous devrions l'envisager. Je veux dire, c'est une mentalité psychopathe, ce dont, je pense, elle a parlé avec beaucoup de franchise. Je veux dire, elle n'est pas « oui ». Même s'il faut garder à l'esprit, désolé d'interrompre à ce sujet, mais il faut vraiment garder à l'esprit, juste pour souligner ce que j'ai dit plus tôt, quelque chose qui n'a pas vraiment été rendu public, autant que je sache, avant que je ne le mentionne dans cet article. Donc, si vous voulez un petit détail utile pour les lecteurs, les spectateurs, les auditeurs, ou peu importe, c'est le fait qu'Albright a rédigé son propre document de fin de partie après la chute de Srebrenica, expliquant comment la guerre devrait se terminer. Et bien sûr, elle y reprend ses habituelles positions sur la nécessité de bombarder les Serbes de Bosnie pour leur faire entendre raison, et ainsi de suite. Mais elle dit aussi que, comme prix de la paix, nous devrions envisager d'accorder aux Serbes de Bosnie le droit de faire sécession et de rejoindre une grande Serbie, et que nous devrions également envisager d'autoriser des transferts de population pour rendre la carte plus acceptable. C'est la même Madeleine Albright qui affirmait, publiquement et en privé, 2 ans plus tôt, que de telles choses étaient totalement inconcevables et que légitimer le nettoyage ethnique serait une catastrophe totale pour la sécurité mondiale. Cela donnerait un exemple terrible à d'autres tyrans et criminels de guerre à travers le monde. Et pourtant, elle dit essentiellement que si c'est le prix de la paix, nous devons le ratifier.
Et nous devons également reconnaître le droit des Serbes à rejoindre une Grande Serbie. Elle a même utilisé cette expression « Grande Serbie » dans le document. Donc vous savez, elle avait aussi cette image publique. Et je pense que Derek Chollet et Ivo Daalder, qui ont écrit ces livres sur la route vers Dayton, l'ont également présenté comme la personne dure au sein de l'administration, celle qui a vraiment poussé à cette intervention militaire héroïque vers la fin. Eh bien, ce n'est pas toute l'histoire. Il y a aussi chez elle une certaine prise de conscience de la situation réelle. Donc, en un sens, elle aussi se préoccupait davantage de l'élection de 1996, probablement. Et la paix à ce moment-là, le fait de l'instaurer, d'y mettre un terme, a primé sur les déclarations précédentes, qu'elles aient été sérieuses ou non. Mais elles les ont supplantées de manière sérieuse. C'est-à-dire, d'accord, maintenant, ce n'est pas grave si je me contredis, parce que si quelqu'un le fait remarquer, je m'en moquerai. Ce qui importe davantage, c'est que nous mettions fin à tout cela maintenant. Ainsi, en un sens, la réalité militaire les a forcés à se raviser et à modifier leur position sur ce qu'ils considéraient comme acceptable pour mettre un terme à toute cette affaire. Oui, c'est à peu près comme je le formulerais, qu'ils ont reconnu tardivement la réalité que la communauté du renseignement américaine avait comprise dès le début de la guerre. Et évidemment, la question logique qui en découle, au-delà de notre discussion un peu académique sur le contenu des documents ou autres, c'est pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu plus tôt? Pourquoi les décideurs politiques ne l'ont-ils pas reconnu plus tôt? Et quels ont été les coûts de ce tard de reconnaissance? Je pense que c'est là le point essentiel. En gros, afin d'éviter d'être politiquement embarrassés, ils ont sacrifié la vie de milliers et de milliers de personnes en Bosnie, musulmans, croates et serbes confondus. Je pense que dans l'ensemble, les plus grandes victimes ont été les musulmans de Bosnie. Mais toutes les communautés ont souffert de différentes manières à cause de la guerre. Et, d'une certaine façon, il semble qu'elles aient souffert pour que les responsables de l'administration Clinton ne perdent pas en crédibilité ou en prestige, ou ne soient pas embarrassés en revenant sur leur rhétorique publique très ambitieuse à propos de l'auto-agression. Oui, je pense que Madeleine Albright l'a parfaitement dit. Cela en valait la peine. Nous avons estimé que cela en valait la peine. Pour nous, avoir cette guerre, la mener, voir comment elle se déroule et pouvoir nous vendre, cela en valait la peine, aussi horrible que ce soit. Oui, évidemment, c'était un moment désastreux quand elle a dit cela à propos de ces sanctions horribles contre l'Irak, qui ont eu des effets pratiquement génocidaires sur la population civile irakienne. Mais je pense qu'elle a à peu près dit la même chose dans le contexte de la Bosnie également. Non, parce que l'erreur que nous faisons souvent lorsque nous qualifions ces moments de désastreux, la politique désastreuse en Bosnie ou la politique désastreuse au Vietnam, c'est que nous raisonnons d'un point de vue humanitaire. Oui. Je veux dire, Clinton a été réélu en 1996, non? Ça a marché. Je veux dire, ça a marché. Et il est le président de la paix de 1995, non? Oui. Et en un sens, ils ont obtenu tout ce dont ils avaient besoin. Ils l'ont fait. Ils ont obtenu ce dont ils avaient besoin. Et le récit a en quelque sorte perduré. C'est vraiment pour cette raison que j'ai voulu écrire cet article au départ. Vous savez, il y avait Derek Chollet, qui travaillait de manière informelle comme rédacteur de discours pour Richard Holbrooke, et Ivo Daalder, qui travaillait au Conseil de sécurité nationale pour Anthony Lake. Et puis, il y avait tous ces responsables eux-mêmes qui présentaient ces récits très héroïques de la route vers Dayton par la suite. Ces personnes ont fini par occuper des bancs de futures administrations démocrates.
C'est ainsi que leurs carrières se sont faites. Ainsi, Daalder et Chollet, tous deux ont fini par rejoindre l'administration Obama. Chollet a également fait partie de l'administration Biden au sein du département d'État dirigé par Blinken, travaillant sur la politique concernant Gaza et sur la politique concernant l'Ukraine. Et vous savez l'autre chose, en plus de cela, que j'ai toujours trouvé fascinante, assez déconcertante, c'est qu'il existe aussi peut-être un courant à gauche qui a accepté une partie de ce récit. Et je ne sais pas exactement pourquoi, mais cela semble être le cas. Par exemple, j'ai écrit À cause de la question humanitaire, parce que Srebrenica a été si horrible. Même aujourd'hui, des universitaires m'ont explosé au visage ici à Kyoto, en me disant qu'une paix avec la Russie est impensable, car nous ne pouvons pas permettre une autre Srebrenica. Cela s'est gravé dans l'idéologie de gauche, même au sein du milieu universitaire. Cela a donc été très très utile pour détourner ces pacifistes de leur approche. oui, oui. Je veux dire, je dirais la même chose. Et je suppose qu'on peut être en partie compréhensif envers ce point de vue, car il y a de véritables atrocités, et les gens veulent agir. Elles étaient réelles. Elles étaient horribles. Mais exactement. Mais la question est, pourquoi sont-ils arrivés? Oui, et qu'est-ce que tu fais à ce sujet? Je pense toujours que c'est un principe assez fondamental que tout le monde devrait appliquer, à gauche, à droite, quiconque s'intéresse aux relations internationales, qu'il y participe activement ou qu'il les étudie. D'accord, il y a un problème, un désastre, une catastrophe, une guerre. Que pouvons-nous faire pour améliorer la situation? Qu'est-ce que nous pourrions faire qui risquerait de l'aggraver? Et je pense que c'est à ce moment-là que dans beaucoup de ces contextes, les gens se laissent submerger par les images d'atrocités, qui sont souvent très marquantes et profondes. Et par conséquent, ils ne réfléchissent pas à la question suivante. La politique effectivement menée est-elle utile ou ne va-t-elle qu'empirer la situation? Oui, mais tu vois, on observe vraiment la répétition de ces tactiques et l'effet d'apprentissage. Je veux dire, je n'ai aucune preuve de ce que je vais dire maintenant, mais les personnes qui ont créé le récit autour de Butcha, je suis presque sûr qu'elles se sont inspirées de Srebrenica. Parce qu'il est compréhensible à quel point on peut susciter de l'émotion en Occident avec ce genre d'images d'atrocité, et ainsi de suite. Mais bon, je n'ai aucune preuve de cela. C'est purement spéculatif. Quand on revient à ce que nous voyons aujourd'hui, tes recherches et celles d'autres personnes montrent comment Dayton, en réalité, a constitué un renversement de la politique précédente de 1992, et comment cela a marqué un rapprochement de la position américaine vers ce qui aurait pu être obtenu 3 ans plus tôt grâce au plan Vance-Owen, et comment cela a aussi été habilement requalifié en succès, non seulement de la paix, mais de la paix par la force, comme Donald Trump le dirait aujourd'hui. Souhaites-tu ajouter quelque chose à ce sujet, ou avons-nous fait le tour? Je pense que cela a été assez bien couvert. Bombarder et intimider les gens pour les amener à la table des négociations. C'est une bonne histoire hollywoodienne, d'une certaine manière. Et c'est certainement une bonne histoire pour les membres de l'administration Clinton qui veulent présenter ce bilan d'échec total comme un succès. Oui. Et peut-être qu'à ce stade, si quelqu'un qui regarde cette émission travaillait dans les médias à l'époque et connaît les ficelles du spin doctoring, comment réussir à maquiller la réalité, qu'il n'hésite pas à nous contacter, car ce serait un autre aspect intéressant à explorer ici. C'est en fait très très important que cette opération ait constitué un rebranding réussi d'un revirement politique et qu'elle ait réussi à s'ancrer dans l'imaginaire public. Nous devrons probablement aussi parler, bien sûr, de ce qui s'est passé ensuite, jusqu'au bombardement de Belgrade par l'OTAN en 1999,
car les guerres yougoslaves étaient loin d'être terminées. Mais la partie bosniaque s'est en quelque sorte apaisée après 1995. Et encore une fois, Clinton a réussi à être réélu. Harry, c'était une recherche très solide et des informations de grande qualité. Pour les personnes qui souhaitent découvrir ton travail, je mettrai bien sûr le lien vers l'article dont nous venons de parler dans la description de la vidéo ci-dessous. Mais peut-on te retrouver ailleurs, là où tu écris? Eh bien, en ce moment, je pensais à notre entretien à l'avance. Je savais que vous alliez me poser cette question, et je me suis dit qu'il faudrait que je me fasse un vrai site web. Je n'en ai pas encore. En attendant, les gens devraient probablement simplement me suivre sur Twitter, je suppose, sous le nom #Blaine. Je pense que c'est le meilleur point de départ. Je publierai des choses là-bas de temps en temps, et bientôt, je partagerai un site web où je mettrai des travaux plus récents sur ce sujet, et d'autres également. Une chose que je peux vivement recommander, plus facile à entretenir qu'une page web, c'est Substack. Substack présente de nombreux avantages, car il diffuse votre travail et combine le meilleur d'une liste de diffusion et d'une page d'accueil. C'est bien. Très bien. Parfait. C'est vraiment bien, car cela permet de diffuser les contenus. Le problème avec une page d'accueil, c'est que les gens doivent s'y rendre, cliquer et y atterrir. Et combien de fois accède-t-on réellement à une page d'accueil? Mais avec une liste de diffusion, les informations sont envoyées automatiquement et de temps en temps, elles grandissent un peu. Donc, ma recommandation serait Substack, aussi pour de bonnes discussions académiques. Mais je te laisse décider. Je le mettrai dans la description, bien sûr. Super. Génial. Eh bien, c'était une discussion fascinante, Harry Blaine. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci, Pascal. Thank you very much for your time today. Thanks, Pascal.